Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres au sommaire de cette édition. La Côte d'Ivoire honorée par l'Union africaine, l'institution a offert au président de la République Alassane Ouattara un trophée pour sa politique de lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance. Ce prix a été remis au vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan qui assure en ce moment l'intérim du chef de l'État. Visite de chantier ce mercredi pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nagbane-Koné. Les sites visités sont les chantiers de réhabilitation des tours A et B, le Palais des Hôtes et l'immeuble de l'Esplanade de la République de la Présidence de la République qui est actuellement en construction. Et aujourd'hui, le monde célèbre la 8e édition de la Journée mondiale de la radio. Cette journée initiée par l'UNESCO marque l'occasion pour le monde entier de célébrer la radio et son impact sur nos vies. La radio, comme on le sait tous, nous informe, rassemble les communautés de tous horizons. Et sur cette base, cette édition a pour thème Dialogue, tolérance et paix. Bienvenue dans ce 23h. L'Union africaine rend hommage à la Côte d'Ivoire, on vous l'a annoncé en titre, et pour marquer cela, elle a attribué au chef de l'État, Alassane Ouattara, un trophée pour sa politique de lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance. Ce prix, réceptionné par le ministre de l'Intérieur, a été remis ce mercredi au vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui assure l'intérim du chef de l'État, Jérôme Kofi Aboula. Un trophée de l'Union africaine attribué au président de la République, Alassane Ouattara, en marge du 32e sommet de l'Union tenu récemment à Addis Abeba. Trophée réceptionné ce mercredi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan des mains du ministre Ali Koulibaly en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Pour le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, l'attribution de ce prix constitue un encouragement pour la Côte d'Ivoire dans sa politique de lutte contre la corruption et la malgouvernance. Ce satisfecit qui est décerné à la Côte d'Ivoire est le résultat de l'œuvre colossale que le président Alassane Ouattara est en train d'accomplir à la tête de notre pays. Ce résultat, nous le devons incontestablement à l'expérience, à la compétence, à son sens de l'intérêt général, mais aussi à l'ambition qu'il porte pour la Côte d'Ivoire. Je vois donc dans l'attribution de ce prix un encouragement à éradiquer un mal insidieux tel que la corruption, dont les effets sont dévastateurs pour les pays en développement. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a exprimé sa joie de recevoir ce trophée au nom du président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire montre au monde qu'elle est pour la modernité et pour avancer. Et je dois dire que l'élection de la Côte d'Ivoire pour les périodes 2018-2019 aux Nations Unies, après cette crise que chacun sait nous avons traversée, montre qu'on peut sortir d'une situation de crise comme on a connu sur la période 2010, début 2011, et faire des efforts énormes pour qu'un pays qui a connu la crise puisse être, disons, éligible comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est tout ça, je crois, que nous constatons. Et je voudrais, à travers Monsieur le ministre d'État assurant l'intérim du Premier ministre, adresser au nom du président de la République les félicitations au gouvernement de ce travail important qui est fait et qui permet donc à la Côte d'Ivoire de continuer à briller. Je pense que quand le président de la République parlait donc de réaliser l'émergence en 2020, au départ, il n'y avait pas suffisamment de gens qui y croyaient. Mais plus le temps passe, plus les gens se rendent compte que toutes les bases sont en train de se mettre en place. Et je crois que cette étape va être réussie. Et la dernière étape sera donc l'industrialisation totale donc, de la Côte d'Ivoire. Le trophée décerné à la Côte d'Ivoire est celui de la fiche de performance sur le genre de l'Union africaine. Il met notamment en exergue les progrès accomplis dans la lutte contre la corruption, tout en intégrant les meilleures pratiques en matière de promotion de l'égalité des sexes et de protection des droits des femmes.
Je vous donne à présent lecture de cette déclaration du gouvernement suite au communiqué de la presse de l'organisation Amnesty International. Dans un communiqué de presse rendu public le 11 février 2019, l'organisation Amnesty International a fait état de certaines préoccupations relativement à la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, tout en marquant sa grande surprise devant ces allégations, tient à indiquer qu'au terme de l'article 19 de la Constitution ivoirienne, la liberté de penser, la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion, philosophiques et de convictions religieuses ou de culte sont garanties à tous. En outre, concernant les conditions carcérales en Côte d'Ivoire, le gouvernement voudrait signaler que, conscient de la situation carcérale actuelle en Côte d'Ivoire, il a initié plusieurs actions pertinentes et pris des dispositions pour les améliorer. Ce sont entre autres la construction de 9 nouvelles maisons d'arrêt et de correction et la réhabilitation des établissements pénitentiaires pour les conformer aux normes internationales. Et enfin, le gouvernement ivoirien voudrait réaffirmer que la mesure d'amnistie du 6 août 2018 ne consacre en rien l'impunité. En effet, l'ordonnance d'amnistie a exclu les personnes en procès devant une juridiction pénale internationale et les militaires et membres de groupes armés. Les crimes les plus graves ayant été commis par ces personnes, on ne peut avec sérieux prétendre que la Côte d'Ivoire prive les victimes du droit à la vérité et à la justice. Et à la justice ivoirienne, le verdict du procès en appel du député de Fresco est connu depuis ce mercredi après-midi. Alain Lobognon écope d'une condamnation de 6 mois avec sursis. Le procureur général a également ordonné sa mise en libération immédiate. La défense entend toutefois saisir la Cour suprême et aller en cassation de cette décision de justice. Le député était poursuivi pour divulgation de fausses nouvelles, incitation et trouble à l'ordre public et incitation à la violence. Le 29 janvier dernier, Alain Lobognon, dans le cadre de cette même affaire, avait été condamné à 12 mois de prison ferme. Passons à une autre information. À Yamoussoukro, un conclave réunit les différents services des acteurs de la sécurité intérieure. Durant 4 jours, ils devront définir des stratégies efficaces de prévention et de répression du terrorisme et de la cybercriminalité. Cet atelier de réflexion est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et des perspectives pour l'année 2019. Président de la cérémonie d'ouverture de ces travaux, Diakité Sidiki, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a exhorté les policiers à réduire l'indice de sécurité. De plus amples détails sur ce conclave dans ce rapport de Soro Corona. Comment faire de la police nationale une police professionnelle et moderne capable de relever les défis sécuritaires actuels? Comment définir des stratégies efficaces de prévention et de répression du terrorisme? Toutes ces questions font l'objet d'un séminaire de réflexion à Yamoussoukro. Durant 4 jours, les différents acteurs de la sécurité intérieure passeront au peigne fin plusieurs thématiques. Le renforcement du maillage du territoire national par les services de police, le déploiement des groupements mobiles d'intervention dans les préfectures de police, l'activation des brigades anticriminalité. Accompagnant la Côte d'Ivoire à relever les défis sécuritaires, le système des Nations Unies, dont le PNUD, a félicité la police nationale pour les résultats obtenus. Des efforts qui ont fait baisser l'indice de sécurité. Les efforts que vous, vos services et plus largement le gouvernement avez consentis dans le domaine de la sécurité et de la quiétude des citoyens ont été payants. J'en veux pour preuve l'évolution très positive de l'indice de sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a encouragé la police à continuer le travail de modernisation engagé depuis 2012. Pour Diakité Sidiki, 3 défis restent à relever en cette année 2019, à savoir faire descendre l'indice de sécurité à 1, lutter efficacement contre le terrorisme et la cybercriminalité. Le président de la République a exprimé toute sa satisfaction pour les résultats acquis par nos forces de défense et de sécurité, et ces félicitations s'étendent à toutes les forces. Il constitue un encouragement pour vous tous. C'est un appel, c'est une interpellation à faire davantage pour que non seulement notre indice de sécurité, qui est à aujourd'hui 1,3 sur une échelle de 5, puisse baisser davantage. Le défi, c'est de faire en sorte que l'indice de sécurité d'ici fin 2019 soit juste à 1.
Ce séminaire a permis de faire le bilan des activités au titre de l'année 2018. Sécurisation des élections, construction et réhabilitation de plusieurs commissariats. Pour 2019, ce sont 20 commissariats de police qui seront construits. Au sein de la capitale économique à Abidjan, ce mercredi 13 février 2019, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nagbane-Koné, a effectué une visite sur les sites de chantier de réhabilitation des tours A et B du Palais des Hôtes et de l'immeuble de l'Esplanade de la Présidence de la République, actuellement en construction. Respectivement, ces chantiers se trouvent dans les communes de Cocody et du Plateau et certains de ces ouvrages pourront être livrés dans le courant de l'année 2019. Les détails avec Cheikh Koné. Dans moins de 10 mois, l'immeuble de 5 niveaux situé sur l'esplanade du palais présidentiel sortira de terre. Les travaux débutés en avril 2017 avancent bien. L'opérateur en charge reste optimiste quant à la livraison de l'ouvrage en novembre prochain. Il est 10 heures lorsque le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nagbane-Koné, arrive sur le chantier pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Après l'esplanade de la présidence, la délégation ministérielle se rend à la cité administrative sur le site des tours A et B en réhabilitation. Le ministre de la Construction a visité tour à tour le parking souterrain et l'état de marche des ascenseurs. En exploitation depuis 40 ans, la réhabilitation de ces deux tours est un symbole fort pour l'administration ivoirienne. Cap sur la commune de Cocody, sur le chantier du Palais des Hôtes. Ici, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme se fait expliquer l'avancement des travaux. Depuis ce matin, nous avons fait 3 visites qui, de mon point de vue, donnent une conclusion qui est très positive. Nous constatons que les calendriers sont tenus, les calendriers sont respectés dans chacun des 3 chantiers. Nous constatons également que les travaux ont un niveau élevé de technicité. Nous constatons également que dans ces chantiers, il y a plusieurs milliers, plusieurs centaines d'Ivoiriens qui travaillent. C'est bon pour notre économie, c'est bon pour nos jeunes, c'est bon pour le milieu du travail. Première résidence officielle du président Félix Houphouët-Boigny, les autorités nationales ont décidé de faire de ce palais la résidence d'accueil des personnalités de marque qui séjourneront à Abidjan. Nous allons donner la possibilité à l'État de Côte d'Ivoire de recevoir des hôtes dans de bonnes conditions, à moindre coût, puisqu'il s'agira d'une infrastructure appartenant à l'État de Côte d'Ivoire qui n'aura plus besoin de débourser des sommes importantes pour loger ses hôtes dans des hôtels, dans des suites, etc. Et puis en ce qui concerne l'esplanade de la présidence de la République, c'est un projet qui avait déjà démarré sous une autre forme. Aujourd'hui, il a été décidé d'en faire une annexe à la présidence de la République, qui est, comme vous le voyez, un peu à l'étroit dans ces locaux actuels. Donc il s'agit d'en faire une annexe, permettre aux collaborateurs de la présidence de la République de travailler dans de meilleures conditions. Ces dernières années, le gouvernement a entrepris une réhabilitation des bâtisses publiques et la construction de nouvelles pour répondre à un besoin de modernisation de l'administration ivoirienne. Une décision de justice liée au domaine de la construction. L'on se souvient de cette tragédie, l'effondrement d'un immeuble en construction à Yamoussoukro en juin 2018. Plus de 6 mois après les faits, le procureur de la République près du tribunal de Bouaké a, au cours d'un point presse relatif à cette affaire, annoncé la décision de la justice. Il en ressort que les désignés Kwasi Beniwa Théophile, technicien en bâtiment, et Dame Amin-Cho Rosalie, épouse Yoboué, propriétaire du dit immeuble, déféré au parquet près de la section du tribunal de Toumoudi pour non-respect des règles régissant le permis de construire, d'homicide et de blessures involontaires. Le point complet de la session par Kwadio Kwame. Au terme de l'information judiciaire, le nommé Kwasi Beniwa Théophile, technicien en bâtiment, et Dame Amin-Cho Rosalie, épouse Yoboué, propriétaire du dit immeuble, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel suivant ordonnance du juge d'instruction en date du 2 janvier 2019 pour y être jugé conformément à la loi. Le 31 janvier 2019, le tribunal, après avoir statué publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, a déclaré M. Kwasi Beniwa Théophile et Dame Amin-Cho Rosalie, épouse Yoboué,
coupables de l'ensemble des faits mis à leur charge. En répression, les a condamnés à 36 mois d'emprisonnement ferme, 1 million de francs d'amende pour les faits d'homicide et blessures involontaires et à 200 000 francs d'amende pour les faits de non-respect des règles régissant le permis de construire. L'information judiciaire suit son cours en ce qui concerne M. Seka Atse Camille, ingénieur des travaux publics et député d'Adzopé. Il est le concepteur du plan de l'immeuble. C'est lui qui déterminait les dimensions et la profondeur des fouilles. Il choisissait les sections de fer à utiliser pour les travaux à réaliser, des esquisses de croquis à main levée qui servaient de base de travail aux ouvriers. Et ce mercredi, le monde entier célèbre la 8e édition de la Journée mondiale de la radio. Cette journée, initiée par l'UNESCO, a pour objectif principal de montrer l'impact de la radio dans nos vies. Mais qu'en est-il en Côte d'Ivoire? Les radios de proximité ont-elles les moyens de jouer pleinement leur rôle? Dans quelles conditions les agents de ces radios travaillent-ils? Sont-ils bien formés? Pour répondre à ces questions, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire a ouvert le débat au cours d'un panel organisé à la Maison de la Presse. Serge Koléa y était et il nous en donne le compte-rendu. Bienvenue, mesdames, messieurs. Vous êtes sur... Proximité, accessibilité, trait d'union entre diverses communautés, la radio demeure 3 siècles après son avènement un élément incontournable dans l'éducation et l'information des masses. Carlos Kouandé, journaliste à Radio Yopougon, prix Ebony du meilleur journaliste radio de Côte d'Ivoire en 2017 et 2018, fait partie de ces professionnels de la communication qui valorisent ce média malgré les conditions de travail difficiles. Les salaires ne sont pas toujours assurés, le matériel de travail n'est pas toujours renouvelé. Même le transport pendant un reportage, c'est vraiment une question de volonté et de responsabilité aussi des journalistes de prendre souvent leur argent même pendant un reportage. Donc voilà, c'est quelques difficultés-là qu'il faut essayer de revoir, mais surtout un profil de carrière aussi. Ce mercredi 13 février, journée mondiale de la radio, les radios de proximité sont invitées à être des outils de promotion du dialogue, de la tolérance et de la paix. La presse ivoirienne dans son entièreté est sinistrée, donc il est difficile pour nous de jouer ce rôle de catalyseur, de jouer ce rôle que nous devons jouer, celui de distiller la paix, le dialogue. Donc je dis oui, les moyens humains nous les avons, la volonté nous l'avons, les capacités nous les avons, mais nous avons absolument besoin d'accompagnement. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de l'UNESCO qui a initié cette journée mondiale en 2011. Le but de cette journée, c'est d'attirer l'attention des autorités et des dirigeants sur l'importance de la radio. C'est d'attirer l'attention du monde, des bailleurs de fonds sur l'importance de financer les radios, de leur donner des équipements adéquats, des équipements de pointe. 20 ans après la création de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, la question de la survie et de la viabilité de ce média en Côte d'Ivoire reste au centre des préoccupations. Le ministre de la Communication et des Médias, représenté à ce panel par Agnès Crédit, conseiller technique, réaffirme l'engagement de la tutelle aux côtés des radios de proximité. Ces radios pourront bénéficier désormais de l'appui du Fonds de soutien et de développement de la presse. La radio, nous en parlons toujours, est toujours aussi importante en milieu rural. Instrument de communication, d'information par excellence, elle connaît une évolution majeure grâce au numérique. Et hors des capitales, la radio est encore présente dans plus de 75% des foyers. C'est le constat fait par nos confrères de RTI Boaké que je vous invite à suivre dans ce reportage. Gabriel Nda est producteur d'EVA à Kwakousekro dans la sous-préfecture de Woulé, région de Lifou. Un poste radio accroché à son cou. Il récolte son caoutchouc. Quand je viens le matin dans mon champ, quand je saigne, je me pose au récepteur et je ne fais que écouter le poste radio. C'est une manière de me distraire et de m'encourager pour faire mon travail. Quadio Sévérin est de retour des champs. Entouré de ses amis, il écoute des informations sur Radio Côte d'Ivoire. J'écoute beaucoup Matin Bonheur, voilà, Fréquence 2, la chaîne nationale. Et surtout l'émission de Rachingesan Kwasi à 18h, je prends ça, j'écoute ça à 4h du matin. S'il y a une information, automatiquement, viens voir le chef. On a appris telle nouvelle, donc je te dis pour que tu publies ça à tes notables.
Dans ce village de plus de 3000 âmes, la radio n'a pas encore perdu ses fonctions premières, à savoir informer, éduquer et distraire. Chacun trouve pour son compte. J'écoute fréquemment de 21h. En tout cas, j'écoute beaucoup, c'est très important. On donne des conseils de la femme, comme on fait dans le foyer. Je n'ai pas trop musique. C'est que c'est fréquent de là qui m'intéresse beaucoup, où on donne des conseils à des femmes là. Avec l'introduction des nouvelles technologies d'information et de la communication, les traditionnels postes transistors cèdent la place au téléphone portable, moins lourd et encombrant. Radio, là, quand tu vas au champ, radio, vraiment, c'est trop gros, mais portable, là, tu peux allumer et puis tu mets ça dans ta poche et puis bon, tu écoutes la radio. Là, c'est simple. Si dans les grandes villes, la radio fait place à d'autres sources d'information, en milieu rural, elle a toujours son importance. La radio est pour moi primordiale. C'est-à-dire que à travers la radio, je reçois beaucoup d'informations. Donc la radio, vraiment, c'est mon ami. Ça m'informe aussi. Parce qu'il y a certaines choses que je ne maîtrise pas, mais à travers les émissions, ça me ressource. Quand je vais au champ et que je suis seul, quand j'ai ma radio, c'est comme je suis avec un groupe d'amis. Découverte et émise pour la première fois dans les années 1890, la radio est l'un des premiers outils de communication et d'information dans le monde. Pour sensibiliser le grand public et les médias sur les valeurs de la radio et encourager les gouvernants à développer l'accès à l'information par le biais de la radio, le 13 février de chaque année est déclaré Journée internationale de la radio. Voilà un constat qui montre bien la présence et l'importance surtout de ce média ancestral qu'est la radio en ce siècle. Au chapitre politique de ce 23h, la Force 2015, Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, prépare déjà les échéances de 2020. Ce mouvement de soutien au RHDP par la voix de son président Charles Niaouré invite les autres associations et mouvements politiques du parti à investir le terrain pour une victoire aux élections de 2020 sur le Corona. Siège du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP de Boaké. Les différents mouvements et associations de soutien ont répondu à l'appel des Forces 2015, Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence. Son président a d'entrée félicité au nom de la direction du RHDP tous les mouvements qui ont effectué le déplacement du 26 janvier dernier. Charles Niaouré s'est prononcé sur la situation politique du moment. Pour lui, la démission de Guillaume Soro de la présidente de l'Assemblée nationale répond à une logique, celle qui veut que le président de l'hémicycle soit issu du groupe parlementaire majoritaire. Le président de Force 2015 a exhorté les mouvements de soutien à investir le terrain pour préparer les élections de 2020. Il a donc mis les présidents de ces mouvements en mission, celle de sensibiliser les nouveaux majeurs à se faire inscrire massivement sur la liste électorale de 2020. Pour nous, Force 2015, et surtout les mouvements et associations politiques de Boaké et même de la Côte d'Ivoire, l'heure n'est plus au repos. Il s'agit pour nous de lancer la grande mobilisation pour l'élection présidentielle de 2020. Bien sûr, par une victoire écrasante du RHDP en 2020. Les nouveaux majeurs sont très nombreux et je pense que c'est eux qui vont faire la différence qualitative. Et nous savons que nous avons pour nous au RHDP 80 à 85% des nouveaux majeurs. Tout ce qui nous reste, c'est de les encourager à avoir le papier nécessaire pour aller au vote. Après Boaké, la délégation de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence en 2015 s'est rendue à Katioula. Dans le handball, c'est le message de mobilisation qui a été véhiculé. Cette tournée va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Toujours dans la région de Béké, le système scolaire, on le sait depuis, connaît quelques semaines des perturbations dues à une grève des enseignants. Les responsables à Boaké régionaux du COGES, le comité de gestion des établissements scolaires, ont appelé hier mardi les enseignants à l'apaisement et à la reprise des cours après 3 semaines d'arrêt. C'était à Boaké, Boubacar Silla et Kader Sogodogo pour le compte-rendu. Depuis le 21 janvier dernier, les enseignants de Côte d'Ivoire ont entamé un mouvement de grève pour revendiquer de meilleures conditions de travail, notamment la revalorisation de l'indemnité contributive au logement, la suppression des cours du mercredi pour les enseignants du primaire, la revalorisation des salaires restés bloqués depuis 24 années. Face à cette situation,
La coordination des comités de gestion des établissements scolaires COGES plaide au cours d'une conférence de presse pour un apaisement et à la reprise des cours après 3 semaines d'arrêt de travail. Nous demandons à l'État de tout mettre en œuvre et de rencontrer les grévistes pour que solution soit trouvée. Nous demandons aux professeurs de reprendre les chemins de l'école. Nous leur demandons pardon parce que cette grève a trop duré. Cet appel est lancé après celui des élèves et des parents d'élèves qui ont mis en mission les 2 directeurs régionaux de l'éducation nationale pour la reprise des cours sans condition ni bras de fer. Parlons de santé à présent pour l'éradication de la lèpre et de l'ulcère de Buruli. Une convention a été signée avec la fondation espagnole ANESVAD et le ministère ivoirien de la Santé. Cette convention pour l'élimination et le contrôle des maladies tropicales à manifestation cutanée engage la fondation espagnole à apporter à notre pays une aide financière d'environ 1,5 milliard de francs CFA. 6 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire sont concernés par ce projet, comme nous l'explique ce reportage de Salima Toudia. C'est une signature qui devrait impacter la lutte contre la lèpre, l'ulcère de Buruli et du pian. À travers cette signature de convention entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et la fondation ANESVAD, c'est un projet pour l'élimination de la lèpre, le contrôle de l'ulcère de Buruli et l'éradication du pian qui est conduit dans 6 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. 281 221 personnes de Boaké, Sakassou, Yamsokro, Divo, Daloa et San Pedro sont concernées par cette lutte contre ces maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Les composants principaux de ce projet sont la sensibilisation et la détection précoce des cas, la prise en charge globale, effective et de qualité des personnes affectées, le renforcement du plaidoyer, de la coordination, le suivi, l'évaluation et la surveillance des maladies. Le projet pilote va s'étendre sur 2 ans avec un coût global d'environ 1,5 milliard francs CFA financé par la fondation espagnole ANESVAD qui soutient les projets de développement sanitaire et social en Afrique. Le gouvernement entend ainsi atteindre ses objectifs de lutte contre ces maladies comme fixés par l'Organisation mondiale pour l'année 2020. Et nous sommes à quelques minutes du 14 février, la journée de la célébration de l'amour, la Saint-Valentin. À Abidjan, les hôtels ne se mettront pas en marge de cette journée et pour appâter les clients les plus amoureux, ces établissements usent de tous leurs moyens, déroulés de tapis rouges, dîners et nuitées romantiques. Vous verrez dans ce reportage de Patricia Oumou des offres exceptionnelles proposées par les hôtels de la capitale pour faire du profit en cette journée du 14 février. On regarde. À la Saint-Valentin, il y a ceux qui déboursent une somme astronomique pour lui offrir un bijou qui brille de 1000 feux. Il y a ceux qui se contentent d'une soirée au restaurant, puis il y a ceux qui préfèrent passer un moment privilégié en amoureux dans un hôtel de charme. Entre bons plans, choix d'exception et jolie attention, les hôtels se plient en 4 pour ravir le cœur des amoureux. Des hôtels qui déplient le tapis rouge pour les Valentins et Valentines, 30 couples attendus dans cet hôtel 4 étoiles pour un package compris entre 60 000 et 120 000 francs CFA. Pour le couple, donc, ça fera 120 000 pour le dîner sans la nuitée. Et pour la nuitée, exceptionnellement, cette année, nous avons prévu un forfait de 185 000 francs le couple. Donc, pour le forfait de 185 000, vous aurez droit, le couple aura droit à l'apéritif, au dîner, la bouteille de champagne offerte, la nuitée et les 2 petits déjeuners. Cette année, à l'occasion de la Saint-Valentin, cet hôtel situé au plateau compte bel et bien séduire ses clients. Menu spécial Saint-Valentin avec le dîner de l'amour, 30 à 40 couples attendus. Une centaine de roses mobilisées pour un coût total de 500 à 800 000 francs CFA. Nous avons investi sur les fleurs, sur les bouquets de roses qu'on souhaite offrir à nos clients. Par ailleurs, après le reste, c'est toute l'équipe, tous unis, pour pouvoir vous apporter un bon moment. Pour cet établissement hôtelier, pas question cette année de proposer des offres ou packages aux clients. On innove plutôt pour rapprocher les personnes seules ce jour-là à travers un jeu d'invisibilité et dès notre arrivée dans le bureau de la commerciale, nous tombons sur le coup de fil d'une cliente.
Alors, en fait, tout le monde s'inscrit et puis après, nous, on va choisir par exemple la personne qui correspond le plus à vos attentes et puis vous mettre en contact ce jour. Il n'y a pas un événement spécial Saint-Valentin cette année. Donc, on a préféré faire quelque chose de plus amusant, de différent, d'original. En février, plus que jamais, les hôtels abidjanais proposent aux amoureux un séjour des plus romantiques. À l'occasion de la Saint-Valentin tout particulièrement, la capitale redouble d'attention pour les couples qui célèbrent leur amour. Mobilisation et organisation indispensables pour clore votre journée romantique. De nombreux établissements hôteliers connaissent sur le bout des doigts les codes pour faire fondre à coup sûr le cœur de votre partenaire. Et voilà, pour ce 14 février, les amoureux disposent d'un large plateau de choix pour passer un très bon moment. Nous terminons ainsi ce journal. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres nouvelles d'ici et d'ailleurs sur RT1.